L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Les députés de la 9e législature ont procédé le vendredi 8 décembre 2023 à l'examen et à l'adoption du projet de budget de l'État exercice 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 3 199 milliards 274 millions de francs CFA contre 3 033 milliards 337 millions pour l'exercice 2023, soit un accroissement de 5,5%. Pour en parler et parler politique ce dimanche, je reçois pour vous Gérard Gbenochi. Il est député à l'Assemblée nationale, élu du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplaroué, de Diakotomé et de Kouékamé. Il est le président de la commission des finances et des échanges. Il est le secrétaire général de la haute direction politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Bonjour à vous, Gérard Gbenochi. Bonjour, cher ami Kader Achirou. Ça fait un sacré bail quand vous avez par ici sur ESAE TV. Oui, ben, vous ne m'invitez plus. Merci, quand même. Il y a l'agenda aussi. Il faut l'évoquer, votre agenda très chargé. L'agenda, oui. Merci. Avec lui, comme je le disais tantôt, on parlera des coulisses du vote du budget de l'État exercice 2024. Nous parlerons sans nul doute d'Ivor et de Ricky Amadougou, de la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et les responsables du parti politique Les Démocrates. Nous parlerons également de son parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Et en fin d'émission, nous ferons un petit commentaire sur les suscitations de candidatures qui se font montre de part et d'autre à travers le pays. Alors, Gérard Gbenochi, vous êtes le président de la commission des finances et des échanges, d'ailleurs le député mieux indiqué pour nous parler du vote du budget de l'État exercice 2024. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler de façon sommaire et expéditive la pédagogie qui a conduit à l'adoption et à l'examen de ce vote-là, de ce budget-là, voilà. Merci beaucoup. Oui, je pense que selon la constitution de notre pays, le gouvernement a l'obligation de transmettre à l'Assemblée nationale son projet de budget pour l'année suivante, au plus tard à l'ouverture donc de la première session, de la deuxième session ordinaire qui est la session budgétaire qui commence souvent dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et cette année, le gouvernement a respecté cette tradition en transmettant à l'Assemblée nationale, après l'avoir adopté en Conseil des ministres, le projet de loi de finances gestion 2024. Et naturellement, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'ouverture de la session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a l'obligation de communiquer aux députés, à l'ensemble des députés, cette transmission, ce respect de la Constitution par le président de l'Assemblée nationale et par le président de la République. Puis, il affecte le projet de loi à la commission des finances et des échanges quant au fond et à l'ensemble des autres commissions pour avis, parce que le budget de l'État intéresse tous les députés qui sont membres donc, de toutes les autres commissions. C'est pour ça que toutes les autres commissions sont saisies pour avis. Alors, en tant que président de la commission des finances, nous organisons l'étude du projet de loi de finances
de la manière suivante. Premièrement, nous commençons par le séminaire d'appropriation du contenu du projet de loi de finances, où nous invitons donc les experts, qui sont des experts maison souvent, de l'UNACEP, de l'unité d'analyse du budget de l'État, du PARPOGE, et d'autres experts pour venir, donc, et aussi les experts de la Cour des comptes, pour venir nous exposer le contenu du projet de loi de finances, permettre aux députés de se l'approprier, parce que vous savez que tous les députés ne sont pas des financiers, et même si vous êtes financier, avec la complexité du budget de l'État et de la loi de finances, il est indiqué qu'on l'explique, on en explique le contenu aux députés pour qu'ils se l'approprient. Après cette phase, nous organisons ce qu'on appelle les audiences publiques. Au cours de ces audiences publiques, qui sont une étape pour que nous puissions permettre que l'étude du budget soit faite de façon participative, nous invitons différentes couches de la société de notre pays, notamment les centrales syndicales, notamment la société civile, à savoir Social Watch, Alclair et autres. Nous invitons aussi le patronat à travers le Conseil national des investisseurs privés du Bénin, le Conseil national des employeurs du Bénin, la CONEB. Nous invitons la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre des métiers, la Chambre de l'agriculture et le Conseil, l'Association nationale des maires la LNCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, tous ceux-là viennent tour à tour exposer leur lecture du contenu de la loi de finances aux députés. S'ils ont des appréhensions, ils les soumettent aux députés. S'ils ont des observations, ils les font aux députés, ils les soumettent aux députés. S'ils ont des propositions d'amendement à confier aux députés, ils les leur confient. Et quand on finit cette phase d'audience publique, les députés sont plus que outillés pour commencer maintenant à recevoir, à discuter avec l'ensemble des ministres sectoriels et des institutions de la République qui viennent chacun exposer devant la commission budgétaire le contenu de son budget sectoriel. Très rapidement, pour permettre à nos amis internautes de mieux comprendre la démarche, lorsqu'on parle de commission budgétaire, elle est composée de quels députés? Est-ce que exclusivement des députés membres de la commission des finances ou il y a d'autres députés qui font partie? La commission budgétaire, principalement, c'est les députés membres de la commission des finances et des échanges et aussi les députés membres de la commission du plan, de l'équipement et de la production. C'est l'ensemble de ces députés qui constituent la commission budgétaire pour l'étude du budget. Mais comme le budget intéresse tous les députés sont invités à s'associer. J'ai dit tout à l'heure que le président de l'Assemblée nationale a saisi l'ensemble des commissions pour avis. Donc, c'est l'ensemble des députés membres de toutes les autres commissions qui donc, viennent s'ajouter aux députés de ces deux commissions pour l'étude du budget. Mais la commission budgétaire, principalement, est composée des deux commissions, finances et plan. Et il y a des représentants de l'opposition au sein, des députés de l'opposition. Mais oui, les députés présents à l'Assemblée nationale, qui sont d'un groupe parlementaire, se répartissent dans toutes les commissions. Ils ont l'obligation de se répartir dans toutes les commissions. Merci de le préciser. Ouais. Alors, après le passage des ministres, on passe directement au vote. Donc, quand les ministres passent, les présidents d'institutions et les présidents d'institutions passent, ils exposent le contenu de leur projet de budget et les députés leur posent des questions. D'abord, ils font le point des recommandations que les députés ont eu à leur faire l'exercice précédent pour qu'on voit à quel niveau ils en sont pour la mise en œuvre. Et ensuite, ils exposent le contenu de leur projet de budget. Et les députés leur posent des questions. Et s'il y a des préoccupations, des recommandations qui n'ont pas été prises en compte, les députés les transforment en des recommandations nouvelles et en font de nouvelles. De même que les députés proposent des amendements pour permettre que les populations dont ils sont mandataires puissent voir
traduire à travers le budget l'ensemble de leurs préoccupations qu'elles leur ont confiées. Donc voilà comment faire. Et le gouvernement a l'obligation d'aller étudier les amendements et de renvoyer les réponses aux amendements. Puis, nous passons maintenant à l'adoption des rapports spéciaux, puisque la commission budgétaire rédige par ministère sectoriel et par institution de la République un rapport. Ça fait total combien de rapports maintenant? Ça fait 32 rapports. Nous avons 21 ministères sectoriels et 11 institutions de la République. Ça fait au total 32 rapports spéciaux que nous avons cette année adoptés un à un. Donc, on est passé à l'adoption des rapports spéciaux un à un et nous avons adopté les rapports spéciaux unanimement. Les 32 rapports spéciaux ont été adoptés à l'unanimité des députés. Opposition comme mouvance. Opposition, comme on dit, unanimité, c'est l'ensemble des députés. Merci. Opposition comme mouvance. Puis, après l'adoption des rapports spéciaux, nous sommes passés à l'adoption du rapport général. Et le rapport général soumis au vote des députés aussi a été voté à l'unanimité des députés, de la mouvance comme de l'opposition. Il ne saurait en être autrement parce que les travaux budgétaires ont été conduits de sorte à ce qu'il n'y ait pas de récrimination après. On a donné la parole aux députés, à tous les députés. Avant d'aller au niveau du vote, tout au long du processus que vous avez eu à décrire tout à l'heure, on a eu vent de quelques mécontentements évoqués par les centrales et confédérations syndicales. Bon, les centrales, j'ai dit tout à l'heure, c'est les audiences publiques. Oui. Et au nombre de ceux que nous recevons, des corps que nous recevons pour les audiences publiques, il y a les centrales syndicales. Et cette année, vous avez vu, on les a attendus, ils ne sont pas venus. Mais est-ce que leur absence ne déroge pas à quelque chose? Non, pas du tout, parce que les préoccupations qu'ils auraient dû nous soumettre, certainement qu'ils ont les préoccupations de leur mandat, qui sont les travailleurs, ils ne nous les ont pas soumises. Donc, mais en tant que députés, nous représentons la nation. Et nous aussi, nous connaissons les préoccupations des travailleurs. Et beaucoup de travailleurs nous saisissent individuellement aussi pour nous soumettre leurs préoccupations. Et le patronat aussi emploie les gens, les travailleurs. Et le patronat soumet des préoccupations, mais le patronat ne peut pas défendre les intérêts des travailleurs. Vous voyez? Tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis, donc les travailleurs nous saisissent. Et les membres de la société civile nous saisissent de préoccupations qui touchent les travailleurs aussi. Nous, députés aussi, nous sommes en contact avec les travailleurs, nous avons des frères, des amis qui travaillent. Assez agréable que les responsables des centrales et confédérations syndicales soient devant vous pour défendre les leurs. Ça aurait été l'idéal, mais bon, on ne les a pas eus. Oui, ils ne sont pas venus, ils ont évoqué des raisons. Lesquelles? Ils n'ont pas eu le document à temps. Non, je dis, s'ils disent ça, ils ne sont pas dans la vérité totalement parce qu'ils savent que nous sommes passés à la dématérialisation des documents budgétaires. Le Bénin est en train de numériser tout dans le pays. Vous savez, vous êtes dans le Bénin, vous savez, on est en train de numériser tout dans le pays et nous sommes passés à la dématérialisation des documents budgétaires. Et même, cette requête a été formulée par l'opposition, notamment par le président du groupe parlementaire Les Démocrates, lors du débat d'orientation budgétaire pour demander au gouvernement de ne plus nous surcharger de documents, que nous sommes à l'ère du numérique. Il faut qu'il nous fasse profiter du numérique. Et effectivement, le gouvernement qui a commencé cette transition depuis quelques années est passé totalement à la dématérialisation des documents budgétaires cette année. Moi-même, président de la commission des finances et des échanges, puis vous dire que je n'ai pas reçu de documents. Donc il y a la plateforme e-budget, logée à la direction générale du budget, au ministère de l'économie et des finances, où nous avons accès, tout citoyen lambda, même y compris vous, Kadé Achirou, vous avez accès à cette plateforme pour aller consulter les documents budgétaires. Et tous les corps de la nation le savent, tous les Béninois peuvent avoir accès. C'est ça le budget ouvert, et même le Bénin est bien noté sur ce volet en matière de budget ouvert, budget démocratique. Je pense que le Bénin est bien noté par les agences de notation par rapport à cela. La transparence budgétaire. Et Centrale Confédération syndicale, est-ce qu'ils ont eu l'information? Est-ce qu'ils ont l'information? Ils ont eu l'information. Même s'ils ne l'avaient pas eu, ils auraient pu nous demander, mais nous,
nous avons pris les dispositions, j'ai pris les dispositions en donnant instruction à nos assistants de leur envoyer quand même une copie qu'ils ont tirée. Et ils l'ont envoyé à la CSA. Mais ils m'ont dit après que la CSA a dit que les centrales syndicales ont dit que c'est une seule centrale qui a reçu, qu'on aurait dû en envoyer à tous. Mais au moins si celle qui a reçu au moins était arrivée, ça aurait été mieux. Ou avait partagé avec les autres, ça aurait été mieux. Mais on ne va pas trop s'attarder sur ces détails parce que tout compte fait, c'est que les travailleurs peuvent être assurés que leurs préoccupations ont été prises en compte. En tout cas, les députés sont des élus de la nation. Nous avons des frères, des amis travailleurs qui nous ont soumis des préoccupations et nous avons donc interpellé le gouvernement dans ce sens, fait des amendements dans ce sens. Et vos amendements ont été pris en compte? Cette année, je pense que 38 amendements ont été formulés par les députés. Au nombre de 38 amendements, il faut dire que 36 ont reçu avis favorable et il n'y a que 2 qui n'ont pas reçu d'avis favorable. Ça, vous voyez ce taux, le taux d'acceptation des amendements des députés. Même les amendements de l'opposition, du groupe parlementaire Les Démocrates, qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas permis que leurs députés fassent des amendements individuellement, mais les amendements ont été faits au nom du groupe parlementaire Les Démocrates. Et il y en a eu 5. Et au nombre des 5, le gouvernement a donné avis favorable à 4,5. 4,5 parce qu'il y a un des amendements qui était en 2 volets, où le second volet demandait l'exonération des droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules d'occasion. Le gouvernement, sur ce volet, a dit avoir accepté l'amendement sur le premier volet, mais sur le second tiré, qui concerne les véhicules d'occasion, a dit que cet amendement ne pouvait pas être accepté à cause de ce que le gouvernement du Bénin a signé à des engagements climat qui ne permettent pas de permettre que les véhicules de plus de 10 ans d'âge puissent continuer à inonder notre pays parce que nous sommes dans des accords climat. Donc voilà, 5 amendements à l'arrivée, 4,5 acceptés. Donc il n'y avait pas de raison que le groupe parlementaire, les démocrates, ne soient pas satisfaits. Et visiblement, ils étaient satisfaits parce qu'ils ont voté avec nous, à l'unanimité, l'ensemble des rapports spéciaux, les 32. Ils ont voté les 32 rapports spéciaux. Et ils ont voté ensemble avec nous le rapport général. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de la plénière alors? Bon, lors de la plénière, vous avez dû voir que le président de l'Assemblée nationale était en mission hors du territoire national. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kassa Barthélemy, étant indisponible. C'est le deuxième vice-président. C'est à lui qu'a revenu la charge de conduire donc, les travaux. Et c'est lui qui nous a conduits, les députés, Léon Bazila Rossi, du parti politique Les Démocrates. Du parti politique, le groupe parlementaire Les Démocrates. C'est lui qui nous a dirigés pour ces travaux. Et on passe d'abord à la présentation du rapport général que le président de la Commission des finances et son rapporteur général présentent. Après la présentation du rapport général, on passe au débat général et les députés disent leurs préoccupations ou leur avis sur le rapport général, sur l'ensemble du processus. Et je pense que les interventions le jour-là, beaucoup ont apprécié les efforts faits par le gouvernement dans son ensemble pour que le budget soit continué dans le hautement social. Cette année, c'est 1018 milliards qui sont donc affectés au secteur au social, soit 42% du budget total. Donc, vous voyez, les députés ont apprécié fortement cela. Il y a des infrastructures, beaucoup de travaux qui étaient en cours, qui seront poursuivis en 2024, qui ont reçu donc des crédits nouveaux pour continuer. Et 17 nouveaux chantiers qui sont des constructions de routes seront ouverts donc en 2024. L'asphaltage, la phase 2, reçoit des crédits pour pouvoir continuer. Les cantines scolaires vont se poursuivre. Nous sommes maintenant à 1 million d'enfants scolarisés qui prennent un repas chaud par jour. Cela va se poursuivre. L'objectif étant d'aller à 100% des enfants scolarisés qui prennent un repas chaud par jour. C'est une espérance inédite qui honore le Bénin et qui est saluée de partout le monde sur ressources propres.
Nous avons le projet Arche qui va prendre corps, aller à la généralisation. Nous sommes à la phase pilote, ça va prendre corps, être généralisé. Donc, les AME, les aspirants au métier d'enseignement qui seront reversés, 3000 d'entre eux seront reversés en 2024, à savoir 1500 pour l'enseignement primaire et 1500 pour l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Donc, les ressources sont prévues pour qu'ils deviennent donc des fonctionnaires de l'État. Leurs rémunérations deviendront donc des salaires pour s'ajouter à la masse salariale. Donc, voilà un ensemble de choses qui sont prévues. La réhabilitation des centres de santé, 736 au total, qui sont réhabilités, équipés pour améliorer le plateau technique, la constitution donc de centres de santé de référence. Tout ça là va se poursuivre en 2024. Donc, tellement de choses en faveur de population. Et c'est cela qui justifie l'accroissement de 5,5%? Voilà, non, c'est le taux de... Oui, un accroissement du budget qui est passé de 3 033 milliards à 3 199 milliards 274 millions. C'est pas petit. Il faut dire que dans ça, il y a une bonne partie qui concerne donc la mobilisation des ressources intérieures, la douane, les impôts et le trésor, le financement extérieur, les ressources de financement ne sont que de 314 milliards. Hein. Donc, dans ce budget, ça veut dire que le Bénin fait de plus en plus d'efforts pour compter sur ses propres forces, mobiliser des ressources intérieures. Cela permet que les bailleurs puissent avoir confiance en lui et lui prêter davantage, parce que l'objectif, c'est de réduire la taille de l'informel, hein, et permettre qu'on élargisse l'assiette fiscale sans créer de nouveaux impôts et sans nous augmenter les taux des impôts qui existent, permettre que plus de Béninois contribuent aux charges de l'État. Donc c'est cela l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est pas ça qui est la pression fiscale dont les gens parlent, non. La pression fiscale, même, c'est une bonne chose. Il faut que beaucoup de gens contribuent. C'est ça la pression fiscale. Permettre que beaucoup contribuent aux charges de l'État. La norme de l'UEMOA, c'est au moins d'aller donc à 20% de pression fiscale. Donc le Bénin est aujourd'hui autour de 14%, de 14-15%. Donc ça reste, les efforts doivent se poursuivre pour que au moins on aille au moins à 20%. Y a-t-il de nouvelles taxes? Non, c'est ça, j'ai dit que l'objectif, ce n'est pas de créer de nouveaux impôts. Donc le budget confectionné, il n'y en a pas. Je vous ai dit qu'il n'y en a pas. Hein? On n'a pas créé de nouveaux impôts, on n'a pas augmenté les taux des impôts qui existent. Bien au contraire, le Bénin était en 2015 à plus de 50 types d'impôts et de taxes, mais aujourd'hui, c'est réduit considérablement. Nous sommes autour de 32 impôts et taxes qui existent. Ça veut dire qu'on continue de réduire la taille de la kyrielle des impôts qui existaient pour que cela facilite la lisibilité pour les assujettis et les contribuables. Donc voilà la logique dans laquelle le budget est confectionné. On ne peut pas prévoir tout cela pour les populations et un député va voir tout cela et voter contre. Donc, nous étions rassurés, vu la manière dont les travaux étaient conduits, qu'on n'ait pas refusé la parole à aucun député, ni de l'opposition de la mouvance, leur permet de s'exprimer, de poser des questions, et le gouvernement a envoyé l'intégralité des réponses aux questions par écrit, comme nous avons distribué aux députés. Donc, tous étaient satisfaits. C'est pour ça qu'ils ont voté à l'unanimité les 32 rapports spéciaux et voté à l'unanimité le rapport général. Quand on a fait ça, on ne peut pas venir en plénière. Le rapport général qui est un peu l'ossature de la plénière. C'est l'ossature de la plénière. Quand le rapport général passe, quand on vient en plénière, après le débat général, le président de l'Assemblée nationale prend acte du rapport général et on passe aux discussions particulières qui portent sur les articles de la loi de finances, du projet de loi de finances. Et article par article, on vote. Si les députés ont encore des amendements à ce niveau, ils font des amendements et le gouvernement donne son avis sur les amendements et on passe maintenant au vote de l'ensemble du texte de loi. Cette fois-ci, la loi de finances a une annexe qui a porté modification du Code général des impôts. Sur certains articles du Code général des impôts ont été modifiés pour permettre de tenir compte de certains amendements qui ont été formulés par les députés.
Par exemple, il y a un amendement du groupe parlementaire Les Démocrates qui demandait donc de subventionner les semences améliorées aux producteurs. Mais le gouvernement a trouvé ça pertinent et a accepté. L'amendement a été accepté, une subvention de 2 milliards a été faite, prévue donc pour subventionner les semences et permettre que les producteurs aient des semences améliorées. Donc, plusieurs amendements de cette nature ont été faits. C'est pour cela que le Code général des impôts a été modifié pour permettre donc d'améliorer la mobilisation des ressources, d'améliorer la performance des régies financières. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour qu'il vote contre? Était une option politique, un vote politique? Oui, quand j'ai décrit la façon dont techniquement les travaux ont été conduits et qu'il n'y a aucune appréhension, aucun grief qui a été fait sur l'ossature technique du budget, sur la conduite des travaux, sur le côté technique du budget, mais qu'on vienne en plénière pour faire ce qui a été fait là, voter contre, vous comprenez qu'il s'agit là d'un vote qui a été... Votre sanction? Qui a été, non pas du tout, qui est un vote qui a été insufflé aux gens. On leur a demandé de voter contre. Et je sais que beaucoup ont voté à contre-cœur. Beaucoup ont voté à contre-cœur parce que c'est une télécommande qui les a téléguidés. Aujourd'hui, moi, je peux dire que je comprends maintenant qu'on a des députés godillots, puisque avant, on qualifiait les députés de la 8e législature des députés godillots. Mais je vois maintenant qu'il y a des députés godillots de Yaïboni, aujourd'hui, qui sont télécommandés, qui étaient prêts à voter, mais on leur a dit de voter contre, et ils ont voté contre. Donc cela dénote de l'inconstance, de l'incohérence et de l'inconséquence. Inconstance, incohérence, inconséquence. Pourquoi? Eh bien oui, parce que, vu leur comportement tout au long des travaux, vu l'attitude qu'ils ont adoptée, qu'ils ont fait des amendements qui ont été acceptés, si je ne voulais pas voter, je ne fais pas d'amendement. C'est que le budget est mauvais, je dis c'est mauvais. Mais je fais des amendements. Je participe techniquement aux travaux. Et je propose des choses qu'on accepte. Et après, je vote contre mes propres amendements. Donc les gens ont voté contre leurs propres amendements. Les amendements qu'ils ont proposés et qui ont été acceptés, eux-mêmes, ils ont voté contre ça. Comment on appelle ça? De l'incohérence, de l'inconséquence, de l'inconstance. Et ça devient illisible pour moi, leur position, leur trajectoire. Je ne les lis pas, je ne les comprends pas. C'est pour ça, moi, je dis, je n'arrive pas à les comprendre. Moi, je n'aurais pas fait ça. Si je voulais voter contre, j'aurais des griefs techniques contre le budget. Je vais énumérer les griefs et je ne vais pas faire d'amendement. Je dis, on ne peut même pas corriger ça. Et je ne vote pas après. Mais je propose des corrections et on accepte. Le gouvernement accepte les amendements, mes propres amendements. Après, je vote contre. Donc, ceux qui ont voté contre, vous savez, il était 27, oui, excepté le président Rossi. Oui, lui ne pouvait pas voter, faire autrement. Pourquoi? Il ne pouvait pas faire autrement parce que vous savez que dans le budget 2024, il est prévu des ressources pour lancer les travaux de bitumage de la route à Djaha, à Timé, avec toutes ces bretelles. Et ça va chez lui. Et je sais que avec cette route, il faisait campagne contre nous pour dire vous supportez le gouvernement, mais qui a laissé la route dans cet état. Et les populations étaient fâchées et votaient pour lui. Maintenant, si le gouvernement prévoit des ressources, intègre cette route au budget et prévoit des ressources. Et qu'il vote contre? Et qu'il vote contre, mais il serait... il aura des problèmes il ne pourra plus rentrer chez lui. Donc, j'ai compris que lui ne pouvait pas faire autrement. Lui-même, il a expliqué qu'il ne pouvait pas faire autrement et qu'il a dit à son chef parti que lui, il va voter. Et je comprends pourquoi il ne peut pas faire autrement. Je le comprends. Mais comme j'ai votre plateau maintenant, je profite, puisque je l'ai écouté sur une émission la fois passée sur Radio Mono. Où il disait que un député BR aurait fait des propositions pour la route du Koufo
et tout a été intégré. Comme si c'était au cours des travaux budgétaires qu'on intègre les routes. On n'intègre pas les routes au cours des travaux budgétaires. Les routes, le gouvernement fait les études depuis et les a sélectionnées, les a intégrées au PAG. Quand une route n'est pas intégrée au PAG, on ne peut pas le programmer dans un budget. Donc, c'est intégré. Il y a des travaux pour l'intégrer au PAG. Puis après, on programme. Le PAG, c'est pluriannuel, 2021-2026. Et de cette programmation pluriannuelle, on en prend pour les programmer pour le budget qui vient. Donc, c'est des travaux qui sont faits depuis, avant que le projet de loi n'arrive à l'Assemblée nationale. Donc, à l'Assemblée nationale, aucun débat n'est allé dans le sens d'intégrer une route. Et aucun amendement n'a proposé d'intégrer une route. Parce qu'on a 38 amendements, on peut aller les lire. Personne n'a proposé d'amendement pour dire d'intégrer une route. Le député dont il parle n'a fait que 2 amendements, demander que un lycée, l'université d'Aplavé soit transformée en lycée. C'est ça. Et un second amendement sur le projet de barrage à Djarala. Et les 2 amendements ont reçu avis réservé du gouvernement. Alors là, donc il n'y a pas de route qui a été demandée au cours des travaux. C'est une précision, il n'y a pas de route. Donc les routes sont programmées depuis. D'autres personnes ont fait ce combat auprès du gouvernement qui a intégré les routes au PAG depuis le budget 2023, qu'on a étudié en décembre 2022. Les routes ont été intégrées au PAG. Et c'est prévu en voie de terre, mais chemin faisant, le gouvernement a opté pour en bitumer 2 qui sont programmés, à savoir la route Togbo-Mandré-Lalo, prévue pour démarrer en 2024, et la route Koulikame à Gbanizou, avec un pont sur le fleuve Koufou à hauteur de Ahobeya. Mais oui, que je connais, étant celui qui a fait le combat pour qu'on intègre ces routes au PAG et qu'aujourd'hui on les sélectionne pour être bitumées. Je ne peux qu'en être fier et profiter de votre canal pour remercier le chef de l'État Patrice Talon, parce que le jour où je lui ai soufflé que les populations d'Ahogbaya me demandaient qu'ils fassent le pont sur le fleuve Ahogbaya pour leur permettre d'aller à Gbanizou, parce qu'ils sont tous originaires de Gbanizou et de Sahel là-bas, il m'a dit de demander au maire de Koulikame et au maire de Gbanizou de lui soumettre un projet qui a été fait, je lui ai transmis et il a intégré et ajouté le bitumage. Vous voyez? Donc je dois lui dire merci. Il m'a dit même d'aller dire ça aux populations. J'ai été dit cela. Les gens ont toujours dit que Benoît a menti. C'est faux, aucune route ne sera faite. Mais je vois aujourd'hui que quand Patrice Talon dit, il le fait. Et je lui tire chapeau. Je suis encore fier de continuer à le croire tel que je lui ai toujours cru, parce que je sais qu'il est un homme de parole. Quand il promet, il le fait. Et je lui dis merci au nom de toutes les populations du Koufou qui sont contentes pour que ces 2 routes-là commencent en 2024. Et je suis informé qu'il y a d'autres qui vont suivre dans la programmation sur les autres années, soit courant 2024, soit sur 2025. Et nous continuons de croire. De croire jusqu'en 2026. Oui. Alors, cet acte politique qui a été posé par les démocrates est-il annonciateur d'événements politiques? Annonciateur d'événements politiques, à eux seuls de le savoir. Sinon, moi, je n'en sais rien. Ils ont une loi spéciale portant amnistie de personnalités politiques en détention et hors du pays, qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Sur la démarche, qu'est-ce que vous en pensez d'abord d'entre les jeux? Non, moi, je pense que par rapport à cette loi d'amnistie, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur Gold TV, sur l'émission Ma part de vérité. J'avais dit ma part de vérité par rapport à cette proposition de loi d'amnistie. Aujourd'hui, je vais compléter cette loi d'amnistie sur l'émission de Kader Achiro sur Esaïe TV pour dire que, est-ce que eux-mêmes, ils avaient vraiment envie que cette loi d'amnistie aboutisse? Je ne pense pas. Pourquoi? Je pense qu'ils ont voulu seulement tenir une promesse de campagne parce qu'ils avaient promis à leur mandant que quand ils iront à l'Assemblée nationale, ils vont soumettre une loi d'amnistie pour sortir ceux qui sont en prison de prison. Et il fallait le faire, mais ils n'ont pas intérêt. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ceux qui sont en prison sortent. Beaucoup d'entre eux, je pense, n'ont pas intérêt à ce que Réki Amadougou et Joël Aïvo sortent. Et c'est eux qui ont torpillé cette proposition de loi comme ça, la procédure. Ils n'ont associé personne
de la mouvance, sachant qu'ils sont minoritaires et qu'ils ne peuvent soumettre aucune loi qui puisse passer sans la majorité, qui est la mouvance, et ils vont préparer cette proposition de loi seuls, mais ils ne sont que 28 sur 109. Ils savent ça, mais en décidant de proposer ça unilatéralement, ils savent que la mouvance n'acceptera jamais de porter sa caution à une loi qui porte leur nom. Donc, pourquoi vous n'allez pas les soutenir si c'est pour décrisper le climat politique? Non, si c'est pour leur permettre de réaliser une promesse électorale ou électoraliste, nous ne le ferons pas. Et je pense qu'ils sont dans cette démarche, simplement donner l'impression qu'ils ont soumis la loi, ils n'ont pas intérêt, sinon ils nous auraient associés dans la démarche, sachant que nous sommes majoritaires et que sans nous, ils ne peuvent jamais voter, faire passer cette proposition de loi, mais on n'a jamais été associés. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça aboutisse et c'est pour ça qu'ils continuent déjà d'être dans la logique de tout rejeter, tout ce qui vient de la mouvance pour être sûr que nous aussi, nous leur ferons l'appareil et que nous ne voterons pas leur loi. Je suis sûr qu'ils sont dans cette démarche. Vous serez convaincu? Très sûr. Sinon, ils ne seraient pas en train de se comporter. Mais dans cette loi, quand même, au nom de nombreuses personnalités politiques citées de part et d'autre, il y a quand même deux personnes qui cristallisent les opinions. Joël Frédéric Aïvo, Reky Amadougou. Il n'y a pas de jour où des universités ne cessent d'implorer la clémence du chef de l'État pour obtenir la libération de Joël Frédéric Aïvo. Reky Amadougou, on ne peut pas citer toutes les institutions qui clament et qui réclament sa libération. Vous êtes acteur politique, vous connaissez les deux personnalités politiques. Aujourd'hui, elles sont en détention. Quel est votre état d'âme? Oui, bon, c'est toujours de la peine de savoir que des gens qu'on connaît, et pour certains dont on est proche, sont en prison, en détention, loin de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants. C'est de la peine. Hein? Personne n'aurait souhaité ça. On a de la peine. Mais on est dans une république qui a des lois. Et quand des citoyens du pays, qu'ils fussent, votre frère, votre fils, votre épouse, votre époux, très proche de vous, qui enfreignent à la loi, il y a la dictature de la loi qui s'impose. Ils ont été condamnés. Donc moi, je ne peux que respecter les institutions de la République, les lois de mon pays. Je ne peux pas mettre en doute le processus ayant conduit à les condamner. Je ne peux pas mettre en doute cela. Gérard Gouenouchi, vous êtes également aussi acteur politique. On dit souvent demain est parfois très incertain, vous êtes acteur politique. Est-ce que pour vous, Reky Amadougou, Joël Frédéric Aïvo, même s'il y a les faits sur lesquels la justice est basée pour les condamner, est-ce que ces éminences grises ont leur place en prison, selon vous? Et pourquoi on personnalise souvent le débat? Il n'y a personne qui puisse ne pas mériter d'aller en prison si tant que la personne a un frein aux lois de la République. Vous voyez qu'on dit souvent, nul n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit la personne, s'il tombe sous le coup de la loi, on lui appliquera la rigueur de la loi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, est-ce que telle personne mérite d'être en prison? Personne ne mérite d'être en prison et tout le monde mérite d'être en prison. C'est comme ça. Personne mais on sait que la politique, généralement, personne ne mérite s'il n'enfreint pas aux lois. La politique arrive toujours à quand même trouver une solution politique. Et c'est ça qui n'est pas bon dans une république. Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans une république à double vitesse. Où, quand il s'agit des politiques, ils vont s'arranger entre eux pour se blanchir. Mais quand il s'agit des citoyens lambda, qui sont des voleurs de moutons, des voleurs de poulets, des voleurs de motos, sont des milliers à être en prison et personne ne pense à eux. Eux aussi, ils sont des Béninois. OK. Ce que je vais dire, c'est que en ce qui concerne la loi d'amnistie, moi j'aurais été pour une loi d'amnistie où on dit, si c'est pour vider les prisons du Bénin pour repartir à zéro, d'accord. Vous êtes d'accord? Si on a une loi d'amnistie venait pour vider toutes les prisons du Bénin et repartir à zéro, moi je serais d'accord pour qu'on reparte à zéro. Hein? Mais cibler des acteurs politiques, ça me gêne, moi. Ça me gêne. Ou dire, eux, ils ne méritent pas d'être en prison. Il faut que... Mais si ceux-là voulaient sortir, mais nous, on a voté la loi portant suspension de l'exécution des peines.
Vous pensez qu'il Dans ce pays, doit faire recours à cette on loi? a voté cette loi, Vous pensez loi qu'il doit faire portant recours à cette suspension de loi? l'exécution des peines. On l'a voté. L'Assemblée nationale, la 8e législature l'a voté. Et depuis qu'on a voté cette loi, les personnes que vous citez auraient pu soumettre la demande et sortir. Mais si elles n'ont pas soumis de demande pour bénéficier de cette loi et sortir, ça veut dire qu'elles ne veulent pas sortir. Si elles ne veulent pas sortir, bon, ce n'est pas moi qui serai leur avocat. Comment vous pouvez penser qu'elle ne veut pas sortir? Parce que la loi permet de sortir. La loi que nous avons votée permet, si elles déposent la demande motivée, ils vont sortir. Et le reste du combat, ils le feront étant dehors. Mais refuser de sortir pas cette loi, il faut l'expliquer un peu à nos amis internautes, peut-être qui n'ont pas bien compris. Suspension de peine, c'est-à-dire quoi? Suspension de l'exécution des peines. Oui. Lorsque je m'appelle Ricky Madougou, Joël Frédéric Alpha, et que j'ai introduit cette demande, est-ce à dire que le chef de l'État prend l'acte, il me libère, et c'est ce que la loi dit pour des raisons sociales, d'ordre social. Si vous motivez et que le chef de l'État, il a un cœur, s'il étudie et voit que c'est pertinent, mais la loi permet de suspendre l'exécution de votre peine. Vous sortez de prison. Et il n'y a pas que après, on peut encore me reprendre, mais j'étais en prison. Non, les conditions sont, la loi fixe les conditions. On dit, on vous sort, si votre condamnation dépasse 10 ans, on vous sort pour la première, on suspend pour la première fois pour 5 ans. Et vous êtes dans la société. Si 5 ans après, vous soumettez encore, vous demandez le renouvellement. On le renouvelle. Si 10 ans après, ça a produit les effets de la grâce. Vous êtes dehors depuis. Ça produit les effets de la grâce. Donc, nous avons voté cette loi-là. Il est censé ignorer la loi. Mais avec ce procédé, le casier judiciaire est toujours entaché. Mais c'est un autre objectif qui est poursuivi. Je peux être dehors maintenant et poursuivre ce combat pour que mon casier judiciaire soit blanchi. Donc, mais donc je ne peux, vous si pensez que... ça aurait été moi, le même jour, j'aurais soumis cette demande, sortir, poursuivre maintenant le combat pour blanchir mon casier judiciaire. C'est moi ça. C'est ce que j'aurais fait. Mais est-ce que le fait, pour ces opposants, lorsqu'on connaît quand même leur posture politique, en croit le discours tenu avant leur arrestation, est-ce que le fait d'aujourd'hui de quémander, si on peut le dire ainsi... Ce n'est pas quémander, la liberté n'a pas de prix. Ou de demander une suspension de l'élection de leur peine n'est pas comme une forme d'humiliation. Ce n'est pas quémander, c'est la loi. Ce n'est pas comme une forme d'humiliation. Demander à bénéficier d'une disposition de la loi, ce n'est pas quémander, c'est un droit. Ils ont droit à ça. Ils ont droit à ça. Quand vous demandez à bénéficier d'une disposition de la loi, c'est un droit. Vous ne commandez rien. Donc c'est leur droit aujourd'hui. Mais si quelqu'un refuse de jouir d'un droit que lui offrent les lois de la République, en quoi je vais m'en préoccuper? Donc c'est la personne refuse. Sur Kader, tout ce que la loi permet au Bénin, Kader peut dire je n'en veux pas. Et personne ne va vous en vouloir. Alors, vous êtes libre d'en jouir ou de ne pas en jouir. La détention de Ricky Madougou, de Joël Frédéric Aévois, était également au centre des débats entre la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et les responsables du Parti politique des démocrates, qui avait une délégation qui avait à sa tête l'ancien président Thomas Boniaï. Des propos ont été tenus. D'entre le jeu, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre-là, de façon sommaire? Non, cette rencontre est déjà du passé. Oui. On ne va pas revenir là-dessus. Oui. Tout le monde, tous les Béninois ont vu, ils ont été reçus par le chef de l'État. Ils ont soumis des préoccupations. Le chef de l'État s'est prononcé sur ces préoccupations. On ne peut plus revenir là-dessus. Ce que je note seulement, c'est que la rencontre de leur côté a été mal préparée. Des questions incongrues ont été posées, mais le chef de l'État a donné des réponses Lorsque vous parlez plus que claires. Propositions incongrues, vous faites allusion à quoi? Mais vous savez les propositions incongrues, et le chef de l'État a répondu. Donc, on ne va pas rouvrir ce débat. Voilà. Alors, lorsqu'on quitte là, on parle directement, on passe à votre parti politique, l'Union progressiste le renouveau. Comment se porte cette formation politique aujourd'hui, à environ 2 ans des élections générales 2026? Oui, disons que notre parti politique, l'Union progressiste, vous savez que nous sommes le plus grand parti politique du Bénin, de par le nombre d'élus que nous avons, de par notre structuration, la discipline qui règne au sein du parti, de par la qualité des ressources humaines qu'il y a dans ce parti politique. Je pense que nous sommes le plus grand parti politique du Bénin. Mais nous sommes, depuis 2022, juillet 2022, nous avons commencé à nous ouvrir avec l'arrivée du PRD qui a fait fusion avec nous.
l'arrivée du parti de DUD de Valentin Diti Roudé, l'arrivée du parti de Théophile Yarou, l'arrivée du parti de Justin Damando, beaucoup d'autres militants de qualité nous ont rejoints. Il est normal qu'aujourd'hui, nous disions que nous ne sommes plus la même chose que nous étions depuis 2022. Nous sommes une autre formation. Beaucoup de ressources humaines nous ont rejoints. Ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui, c'est de tout faire pour intégrer tout cela dans nos structures, dans notre organisation structurelle, dans nos organes du parti décentralisé. Et c'est dans cette démarche que nous savons, c'est pour cela que vous avez dû entendre que l'Union progressiste, le Renouveau, a lancé un processus de recensement de ses militants. Cette phase est en train d'être bouclée. Nous lançons maintenant la phase des assemblées générales pour pouvoir doter le parti de cellules dans tous les quartiers, près de 6000 quartiers et villages, quartiers de villes et villages. Et après, nous irons aux sous-sessions, qui sont les structures des arrondissements, puis après aux sessions, qui sont les structures des communes. Nous irons après aux coordinations des circonscriptions électorales et enfin les organisations de masse du parti, les jeunes et les femmes que nous avons ciblés. Nous ferons tout ça au plus tard juin 2024. Nous en aurons fini avec tout cela. L'Union progressiste, le Renouveau sera structurée de bas vers le haut et les ressources humaines mises au travail à travers donc toutes ces structures que je viens de citer, aussi les commissions techniques permanentes du parti. Il y en a 15 qui seront meublées et permettent que toutes les ressources humaines soient invitées à mettre la main à la pâte et que nous soyons en mouvement jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026, mais 2026 pour vous regorge quel enjeu politique pour vous? L'enjeu politique, c'est-à-dire que pour tout parti politique, l'enjeu, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Et vous savez que depuis que nous sommes créés, l'Union progressiste était créée en 2018, devenue l'Union progressiste le Renouveau en 2022. Notre objectif, nous étions en train de soutenir un gouvernement. Nous sommes de la mouvance soutenant un gouvernement. Et notre objectif, c'est qu'en 2026, que nous puissions, en tant que parti politique, conquérir le pouvoir d'État nous-mêmes et puis l'exercer. Donc c'est dans cette démarche que nous sommes et en train donc de mettre tout en œuvre pour une occupation rationnelle et totale du terrain afin de permettre que 2026, nous puissions gagner comme nous avons l'habitude de gagner jusque-là. Gagner comme vous avez l'habitude de gagner jusque-là. Et je suis sûr, dans l'opinion, peut-être que vous allez peut-être le démentir, qu'au sein des laboratoires de la mouvance présidentielle, une loi serait en préparation en vue d'ôter le parrainage aux élus pour que le parrainage soit mieux contrôlé, mieux géré directement par les partis politiques. Ben, c'est auprès de vous que j'apprends cela. Je n'ai pas souvenance avoir participé à une discussion où ce sujet a été mis sur la table. Non, pas du tout. Mais au cas où ça vient, au cas où ça va venir, on va réfléchir, l'analyser et voir sa faisabilité ou pas. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, lorsqu'on parle de 2026, avant de poursuivre le parti politique, depuis quelques mois, on voit à travers le pays des jeunes se mobiliser pour la candidature appelée un chat d'Olivier Bokor. Au niveau de l'Union progressiste, comment vous percevez le fait au regard de celui qui est impliqué dans ces actions politiques-là? Qui est impliqué? Olivier Bokor. Moi, je ne pense pas qu'il soit impliqué parce que qui est cité, autant pour moi. Qui est cité, autant pour moi. Qui est cité. Bon, tout Béninois peut vouloir que tel ou tel soit élu président de la République. Tout Béninois. Même Kader, là maintenant, peut vouloir que quelqu'un, ou moi je peux vouloir que Kader soit président de la République. C'est le droit de tout Béninois de penser que quelqu'un puisse être président de la République. Et c'est ce qui s'observe, mais je ne vois pas. Le débat n'a pas encore été fait dans aucun parti politique. Or, vous savez que selon la charte des partis politiques, la constitution de notre pays, l'animation de la vie publique, de la vie politique, c'est la chose des partis politiques. Et tant que les partis politiques ne se sont pas prononcés, on peut dire que c'est des Béninois qui manifestent leur opinion
Ils ont la liberté d'opinion et puis on peut le leur concéder. On peut le concéder. Voilà. Alors, au niveau de l'Union progressiste, au cas où un militant se retrouverait dans de telles activités politiques? Non, nous, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, je pense que la discipline de groupe est un principe sacro-saint que nous inculquons à nos militants. Mais vous savez que vous ne pouvez pas maîtriser vos militants à 100%. Mais du moins, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ceux qui sont les responsables à des niveaux donnés, qu'on puisse observer cette discipline de groupe à travers leur comportement, à travers leur comportement quotidien, qu'on puisse observer cela, que la discipline de groupe est de mise. Mais les militants, on ne peut pas ou les sympathisants, on ne peut pas les maîtriser à 100%. À titre personnel, quelles sont vos attentes pour 2026? À titre personnel, ouais. Non, ben, moi, je ne me focalise pas sur 2026. Là, je prends l'élu. Non, moi, je ne me focalise pas sur 2026. Parce que les préoccupations aujourd'hui sont énormes. Vous voyez, le président de notre parti a eu à le dire, et c'est ça, la position de notre parti, qu'aujourd'hui, vous voyez, le budget 2024, tout ce qui est le programme d'action du gouvernement 2021-2026, comment faire pour que ce soit réalisé vraiment? Puisque le PAG1, c'était 9 000 milliards. Le PAG2, c'est 12 000 milliards. Hein? Comment faire pour que cela soit réalisé intégralement pour les Béninois que nous sommes, pour que les Béninois puissent avoir réponse à leurs préoccupations personnelles, pour que les routes qui sont programmées puissent être construites effectivement avant fin 2026, pour que l'eau, partout où l'eau doit aller, la couverture rurale, et que la couverture dans les villes puisse atteindre un fort taux, pour que les cantines scolaires, nous puissions aller à 100% d'enfants scolarisés qui puissent prendre un repas chaud, que le projet H puisse être dans sa phase, dans sa vitesse de croisière et permettre que tous les Béninois qui sont ciblés puissent aller à l'hôpital, se soigner, avoir donc des médicaments gratuits, et pour que nous puissions élever le taux d'espérance de vie. Je pense que c'est les préoccupations, ça. Et puis, détourner son regard de tout ça et se focaliser sur 2026, je pense que cela se moquer des Béninois et je pense que nous n'allons pas faire ça. C'est trop tôt à l'Union progressiste de penser à 2026. En tout cas, ça n'a jamais été à l'heure du jour. Au niveau du parti, aujourd'hui, c'est comment faire pour accompagner le gouvernement à réaliser le programme d'action du gouvernement. C'est à cela que nous nous attenons et permettre que vraiment accompagner le chef de l'État à pouvoir réaliser le programme d'action du gouvernement. Gérard Gbenochi, qu'est-ce qui justifie votre soutien à Patrice Talon? Mon soutien à Patrice Talon, c'est d'abord personnel et au sein du parti. Je pense que l'homme, moi j'ai cru en l'homme. J'ai cru de par la rigueur qu'il incarne, la discipline qu'il impose et le travail bien fait qu'il incarne, l'ambition qu'il porte à la tête du pays, les rêves, la vision qu'il a pour le Bénin, permettre que le Bénin quitte le statut de pays pauvre pour tutoyer les pays, le statut de pays développé. Je pense que ça suffit pour le soutenir. Ça suffit. Permettre que le Béninois ne soit plus infantilisé, qu'on puisse respecter le Béninois, la lutte contre la corruption, permettre que les ressources publiques ne soient plus gaspillées, mais utilisées à bon escient pour adresser les problèmes de la société, du pays. Moi, je pense que tout ça là qu'il incarne m'épate, me séduit. Et j'ai raison de le soutenir. Et aujourd'hui, je me convainc que j'ai davantage raison de le soutenir et je ne me suis pas trompé. Je pense qu'il en est ainsi avec l'ensemble de mes camarades avec qui nous travaillons. Nous sommes ainsi convaincus. Parlons de camarades, il y en a qui sont un peu mécontents parce qu'ils estiment que le système politique de Patrice Talon leur a quand même ôté certaines commodités dont ils jouissaient correctement nous tous, en tant qu'acteurs politiques. Nous tous, chacun aurait souhaité, l'homme, l'humain aurait souhaité cela, mais je pense que l'intérêt supérieur, l'intérêt général doit prédominer les intérêts particuliers qui sont souvent égoïstes. Ce qui profite à l'ensemble des Béninois
est mieux que ce qui doit me profiter à moi seul. Si moi seul, j'ai des milliards et que mon pays végète dans la misère et la misère m'environne, je ne suis pas heureux. Je vais emprunter des routes chaotiques. Je ne suis pas du tout heureux. Et je pense qu'il vaut mieux viser l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers qui sont égoïstes, selon moi. Comment se porte aujourd'hui le président Bruno Amoussou? Le président Bruno Amoussou est dans son repos. Comme il a dit, il a voulu se retirer, se reposer. Je pense que c'est mérité parce qu'il a trop travaillé pour ce pays et pour nous tous. Aujourd'hui, il est derrière le rideau, mais il n'est pas si loin de la scène politique parce qu'aujourd'hui, il préside le comité des sages du parti. Il n'y a pas de décision du parti qui ne passe pas par le comité des sages. Et toujours, nous travaillons avec lui. Il est toujours éclairé. Et il est lucide. Et nous voyons que l'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller acheter quelque part. Et nous avons encore besoin de lui pendant longtemps, dans le couvent. Dans le couvent. De Bruno Amoussou à Joseph Diakono, pour finir, Gérard Gbenouchi, aujourd'hui, vous êtes aux côtés du président Joseph Diakono pour maintenir la flamme allumée de ce parti politique, pour maintenir le cap, si on peut le dire ainsi, au niveau de l'Union progressiste du renouveau. Qu'est-ce que vous retenez déjà à mi-parcours? Ce que je retiens, c'est que le président Diakono est un homme formidable, une ressource de qualité qui est venu prendre le relais. Et c'est avec bonheur que nous travaillons avec lui, parce que voyons qu'il a la compétence requise, il a le management qu'il faut, il dirige l'équipe avec efficacité et performance, et c'est pour cela que l'Union progressiste, le renouveau, n'a pas régressé sous lui. Nous avons réaffirmé notre position de leader sur l'échiquier politique. Tout cela est à son honneur. Et ensemble, nous sommes avec lui. Nous avons du bonheur à travailler avec lui. Il regorge de beaucoup de qualités intellectuelles, techniques qu'humaines. Voilà. Merci à vous, Gérard Gbenouchi. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous ces militants de l'Union progressiste du renouveau, tous ces sympathisants et bien d'autres qui ont bien voulu suivre cet entretien. Oui, à vous tous, Béninoises et Béninois en général, aux militantes et militants de l'Union progressiste, le renouveau en particulier, j'ai été fier de partager avec vous ce matin cet instant sur tout ce qui est projeté, sur ce que le Bénin est en train de devenir. Et je pense que l'avenir est prometteur et nous devons maintenir le cap pour que le Bénin, dont nous rêvons, nous puissions l'obtenir et amener chacun d'entre vous à atteindre le bonheur individuel et le bonheur collectif pour l'ensemble des Béninoises et des Béninois. Je vous remercie. Merci à vous, Gérard Gbenouchi. Chers amis internautes, de cet entretien, on retiendra que l'invité, à l'entame de ses propos, a tenu à détailler de façon minutieuse les différents procédés qui conduisent au vote du budget de l'État. Il a eu à faire savoir qu'il y a eu 32 rapports spéciaux et un rapport général qui ont été adoptés à l'unanimité des députés de la 9e législature. Il nous a fait part de la plateforme e-budget qui nous donne accès aux informations sur le budget. Il invite les citoyens et les citoyennes à aller sur cette plateforme pour s'enquérir des informations liées au budget. Il a fait part également des éloges qui sont lancés à l'endroit du Bénin qui fait un budget ouvert. 38 amendements ont été formulés, 36 ont reçu avis favorable du gouvernement, nous a fait savoir le président de la commission des finances et des échanges du Parlement béninois. Les démocrates ont eu à effectuer 5 amendements et 4,5 ont été retenus et approuvés par le gouvernement. Gérard Gbenouchi a eu à exposer et détailler tout ceci au cours de son argumentaire. Il nous a fait savoir que 1018 milliards ont été affectés au social, soit 42% du budget de l'État exercice 2024. Il nous a fait savoir que ceci est en lien avec 17 nouveaux chantiers. L'asphaltage de la phase 2 sera active. Les cantines scolaires vont se poursuivre. L'assurance pour le renforcement du capital humain Arche va prendre corps. 3000 AME seront reversés. La réhabilitation de 736 centres de santé seront effectifs ou vont commencer beaucoup plus au cours de l'année 2024. Il a eu à vanter
salué au cours de ses propos les efforts du Bénin dans la mobilisation des ressources. Il n'y a pas de nouveaux impôts, il n'y a pas d'augmentation de ceux existants. Peut-on retenir des propos tenus ce matin par le député Gérard Gbenochi, qui est président de la Commission des finances et des échanges. On leur a demandé de voter contre. C'est une télécommande qui les a téléguidés. Certains l'ont fait à contre-cœur. Retient-on des propos de l'invité du jour sur la posture politique des députés du parti politique Les Démocrates s'agissant du vote en plénière du budget de l'État exercice 2024. Il a qualifié leur vote d'incohérence, d'inconstance et d'inconséquence, car pour lui, ils ont voté contre leurs propres amendements. Il a eu, au cours de cet entretien, à justifier le vote de Basile Arossi, vice-président du parti politique Les Démocrates, également vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Il a tenu à faire, au cours de cet entretien, quelques clarifications au sujet des propos tenus par Basile Arossi sur une radio de la place. Au cours de cet entretien, Gérard Gbenochi a tenu à remercier le président Patrice Talon au nom des populations du Koufo pour toutes les promesses tenues par rapport à l'effectivité de travaux routiers dans la zone ou dans le département du Koufo. Il a des doutes que les démocrates veulent faire sortir Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Il a fait savoir que pour lui, ils n'en ont pas intérêt parce que certains ne le veulent pas. C'est juste une promesse de campagne. Ils auraient pu associer la mouvance dans la démarche d'élaboration de la loi spéciale portant amnistie, car selon lui, ils savent que lorsque ce serait une initiative conjointe, elle pourrait beaucoup plus prospérer. Il ne faut pas promouvoir une république à double vitesse, a fait savoir Gérard Gbenochi, car pour lui, il fait savoir que si on a un penchant pour les acteurs politiques également, il faut que l'on ait un penchant pour ceux qui ne sont pas politiques, ceux qui sont apolitiques et qui également croupissent dans nos prisons pour des raisons diverses. La suspension de l'exécution des peines pour lui est une voie idéale que Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo pourraient adopter, car pour lui, ils peuvent adresser cette requête à l'endroit du chef de l'État, en jouir, car c'est un droit qu'ils doivent en jouir, et donc pour lui, il refuse d'en jouir. C'est un choix qu'ils ont fait, et une fois cette jouissance obtenue, ils peuvent, une fois dehors, chercher peut-être à voir si on peut enlever cette condamnation de leur casier judiciaire. Pour lui, la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et les responsables du parti politique Les Démocrates est une rencontre mal préparée du côté des démocrates. Il y a eu des propositions incongrues, a-t-il fait entendre. Il n'a pas beaucoup voulu s'attarder sur cette rencontre-là et les commentaires, car pour lui, c'est déjà du passé. Il nous a démontré au cours de cet entretien que l'Union progressiste, le Renouveau, est le plus grand parti politique de l'échiquier politique national. Il a démontré avec beaucoup plus d'arguments illustratifs. Il a fait part des activités en cours visant à renforcer la structure du parti politique. Il nous a fait savoir que l'ambition, c'est que 2026, il puisse conquérir et exercer le pouvoir. Il s'agit bel et bien du parti politique Union progressiste, le Renouveau. Ce sont les Béninois qui manifestent leurs opinions lorsqu'il a été interrogé sur les suscitations de candidatures qui se font montre de part et d'autre depuis quelques mois. Il a eu à justifier au cours de cet entretien son soutien au président Patrice Talon, et en fin d'émission, il nous a parlé de Bruno Amoussou et de Joseph Fifame Diogbenou. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Très exhaustif, cadet compétent. Merci à vous, Gérard Gbenochi. Je rappelle que vous êtes élu du parti politique Union progressiste le Renouveau dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplaroué, de Diakotome et de Kouékamé. Vous êtes le président de la Commission des finances et des échanges. Vous êtes le secrétaire général de la haute direction politique du parti politique Union progressiste le Renouveau. Merci infiniment d'être passé ce dimanche. C'est moi qui vous remercie et merci à vos auditeurs. Merci à vous, chers amis internautes. C'était à l'instant l'invité du jour. On prenait le rendez-vous, j'allais dire, pour 19h pour le JT des JT.